Salut chers amis, aujourd'hui on va vous présenter des cours de leçons pour l'histoire russe. Pour ceux des Européens qui aiment l'histoire russe et veulent savoir de la manière facile comment a été l'histoire de la Russie, comment les Slaves ont commencé à habiter les terres qui s'appellent aujourd'hui la Russie. Moi je m'appelle Tatiana Slepniov et je vais être avec vous pendant tous ces cours. Bon, on y va. Donc, salut les amis. Qui sont-ils des Russes? D'où et quand sont-ils venus? À travers quels événements ils ont été menés vers leur destin? On va parler de ça et beaucoup d'autres choses. On va partir dans le voyage sur les pages de l'histoire de la Russie. Alors, on y va. On va commencer par les années les plus anciennes, quand personne n'entendait parler des Russes. Et même la notion des différentes nations européennes qu'on le connaît aujourd'hui n'a pas existé. Les Anglais, les Chinois, les Italiens, ils vont apparaître beaucoup plus tard. Et maintenant, les premières civilisations apparaissent. L'Égypte, la Mésopotamie. À l'époque du 3e et 2e millénaire de notre ère, au territoire de l'Europe de l'Est, apparaissent les ancêtres de tous les peuples européens. Scientifiquement, ce sont dit les Indo-Européens. La notice sur les Indo-Européens. Les Indo-Européens, ce sont les peuples qui vivaient au vaste territoire de l'Europe et de l'Asie et ont donné la racine à beaucoup de peuples contemporairement connus dans le monde entier. Ah bah oui, on est parents, dans quelque sorte. On est membres d'une même famille indo-européenne. C'est incroyable, n'est-ce pas? On est parents, les Russes et les Européens. Alors, au milieu du premier millénaire, avant notre ère, de notre famille commune indo-européenne se sont distingués les Slaves. À cette époque, l'Empire de Rome retenait les assauts des Germains, le roi Arthur a été au pouvoir à l'Angleterre et à l'Orient a été né le prophète Mohammed. Les tribus de Slaves se sont installées aux grandes surfaces de l'Europe de l'Est, et du Sud et de l'Ouest. Il y avait le temps quand notre langue a été encore la même. Les gens ont eu encore les mêmes traditions. Mais le territoire a été vraiment énorme, avec les forêts infranchissables, les rivières et les montagnes. Et proches parents récents deviennent les voisins lointains. En général, la liaison entre les tribus commence à se perdre. Au total, les Slaves se sont divisés en 3 grands groupes, les Slaves d'Est, de Sud et de Ouest. Mais on parle de l'histoire russe. Voilà pourquoi on s'intéresse plus à les directions d'Est. Et alors, les Slaves d'Est. Les sources historiques disent qu'au fur et à mesure, les tribus slaves commencent à s'unir. On connaît leur dénomination. Bien sûr, ce n'étaient pas encore les États, mais certains prérequis à l'organisation étatique ont été relevés chez les Slaves déjà au 8e siècle. Par exemple, l'institut du pouvoir politique a été exprimé chez les Slaves par le kniaz, le prince, et le vetch, sorte du parlement. On nommait les kniaz les chefs militaires des unions. Ils protégeaient les tribus des ennemis et prenaient les décisions sur les procès. À cet égard, les kniaz avaient le droit de recueillir à l'hommage. Le pouvoir du kniaz a été soutenu par les troupes, la družina, du mot drug, l'ami, l'ensemble des amis. C'est ça ce que veut dire la družina. Les družiniks, les troupes de kniaz, n'ont été que les guerriers, mais aussi les conseillers les plus proches du kniaz. Ensuite, ils vont se transformer aux féodaux propriétaires des fonciers. On prend l'information des premiers kniaz des temps passés. Par exemple, les fondateurs de Kiev ont été les kniaz de légende, qui, Shek, Khariv et leur sœur Libit. Mais les kniaz n'ont pas eu le pouvoir absolu, ce qui était très intéressant d'ailleurs. Le vetch a été supérieur. Le vetch, la réunion des gens libres. À la tête des vetch ont été les gens les plus âgés et les meilleurs gens.
Levitch décidait les questions les plus importantes du tribut, jusqu'à l'élection du nouveau kniaz ou de l'expulsion de l'ancien. La cour de kniaz, la réunion populaire ainsi que les actes de religion importantes et les transactions de commerce se passaient à la capitale de l'union de tribus. C'est difficile de dire quand il est apparu les plus connus d'eux. Kiev, Smolensk, Novgorod le Grand, Polotsk. Les sources historiques le nient. Il est connu néanmoins qu'ils étaient déjà assez grands au début du 8e siècle. Il y avait les villes plus petites dans chaque tribu, mais les villes quand même étaient très nombreuses. Et les étrangers appelaient les terres des Slaves Gardarika, Homogorod. Ville, ça veut dire le pays des villes. Malgré le réseau très développé des villes, les Slaves habitaient le plus dans la campagne, plus proche aux sources essentielles, la terre fertile. Il y avait beaucoup de terre. C'est pourquoi les Slaves n'ont pas voulu évoluer les méthodes de cultivage. On abandonnait les terres vides après quelques années de travaux et passait à un nouveau terrain. Dans les régions de forêt, on agissait autrement. Au début, on hachait les arbres. L'année suivante, on les brûlait. Après, on desserrait le sol avec du cendre. Et l'année suivante, on s'aimait. Ce moyen de s'aimer s'appelait abattre feu. Les forêts denses et un large réseau des rivières de l'Europe de l'Est ont donné la possibilité de développer l'artisanat. On faisait du miel, des beuvrages alcooliques, les beuvrages aimés des Slaves. Les artisanats traditionnels se sont développés très vite. En particulier, le traitement des métaux, la poterie, le tissage, la tannerie se sont développés aussi bien qu'en Europe. La bijouterie allait pire. Les Slaves ne savaient pas de l'exploitation minière, des pierres précieuses et des métaux. La base pour des bijoux ont été d'habitude les monnaies étrangères. Tout ce que les Slaves extraient ou produisaient, ils vendaient au marché interne et surtout externe. Les deux magistrales principales européennes le favorisaient. La voie des Varangiens aux Perses, via la mer Baltique et la fleuve Volga, et les marchandises arabiennes venaient à l'Europe par cette voie. La voie des Varangiens aux Grecs, via la mer Baltique et la fleuve Dnepr, dont les marchandises de l'Europe scandinave venaient au marché de la Byzance. La fourrure, le cire, le miel, les esclaves, tout ça ont été les marchandises traditionnelles du monde slave. On apportait à la maison des produits de luxe, des bijoux, des vins et des épices. Et si quelque chose forçait le slave de quitter sa maison natale, c'est seulement la guerre. Le peuple slave a été très guerrier. Les ressources étrangères parlent beaucoup de cette circonstance. Par exemple, l'écrivain Al-Balkiri a écrit que si les Slaves ne soient pas divisés en plusieurs tribus, personne ne puisse les conquérir. De même que les Scandinaves, les Vikings. Les Slaves souvent travaillaient pour les dirigeants étrangers. On pourrait les rencontrer à la Byzance. Par contre, les Slaves non seulement visitaient la Byzance pour le travail, mais aussi ils visitaient la Byzance pour le cambriolage. Ces campagnes finissaient différemment. Parfois, les Grecs perdaient ou les Slaves perdaient. Et parfois, ça finissait par les signatures des accords très importants, diplomatiques, réciproquement avantageux. Par contre, les conditions de vie et de travail des Slaves de l'Est restaient très dures. Voilà pourquoi tout le travail a dû être réalisé en commun. À ce but, les Slaves réunissaient à des communautés voisines. En slave, la communauté s'appelait verva, du mot virovka, la corde. À l'aide de la corde, on mesurait la dimension de la terre qui a été donnée à une famille. La communauté jouait un très grand rôle dans la vie de ménage. C'est que la grande communauté pouvait parvenir à la complexité et au volume des travaux agricoles. La vie en commune est devenue non seulement la méthode de survivre, mais a influencé beaucoup la mentalité des Slaves. Et après les Russes, qui portent au collectivisme et paternalisme. Le territoire a aussi beaucoup influencé les Slaves. Les espaces sans fin, les espaces immenses,
ont beaucoup influencé les Slaves. Ces conditions externes ont déterminé l'ampleur de l'âme slave. L'âme ample, parfois spontanée et irrationnelle, qui tout argumente vers l'extrémité, que ce soit la révolution ou par exemple la vie spirituelle intense. D'un côté, la subordination à des conditions externes, pouvoir, la nature. De l'autre, l'amour à la liberté et la volonté de franchir les frontières. L'âme slave est tricotée des contradictions et c'est l'essentiel. Ce sont secrets que beaucoup de gens voulaient comprendre, mais en vain. Et comme a dit le poète Tchétchev, on ne peut pas comprendre la Russie par la voie de la raison. On ne peut pas la mesurer. Elle a un caractère particulier. On peut que croire en elle. Alors, si vous avez aimé notre vidéo, alors vous pouvez faire du like, vous pouvez partager notre vidéo. À tout à l'heure, à notre prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao!